Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Tassine Ferra a dit une beauté sans imperfection n'est jamais parfaite. Dans un monde où tout se ressemble, où pour être in, il faut avoir le dernier vêtement ou le dernier make-up à la mode, il est difficile de mettre en avant sa singularité et de considérer ses imperfections comme des atouts. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une femme qui ne cherche pas à nous changer, mais à nous sublimer avec ses petites imperfections qui nous rendent uniques et incroyables. Mon invitée du jour est Isabelle Boireau, la make-up artiste des stars. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais la liste impressionnante des stars qu'Isabelle a maquillées. Pendant cette conversation, nous parlerons de la beauté, du regard de l'autre, comment être différent et l'assumer, la puissance du maquillage. Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leurs histoires, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, à le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonne écoute. Bonjour Isabelle. Waouh, bonjour. Bonjour Cynthia, c'est magnifique comme intro. Waouh. Quand je fais mes intros, vraiment, j'essaye de regarder mon invité. Alors, c'est forcément que des gens que j'admire énormément. Et j'ai remarqué que toutes mes intros, j'arrivais à les écrire, mais très rapidement, très facilement, parce que les choses sortaient. Parce que c'est des gens que j'apprécie, dont j'apprécie le travail. Et toi, ça a été tout aussi simple. Et tout ce que j'ai écrit, c'est tout ce que je pense. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et pour le privilège que tu me fais de pouvoir faire partie des invités de ton podcast. C'est vraiment Merci à toi. Un honneur pour moi d'être là. Merci à toi. Alors, on va commencer ce podcast par la question que je pose à tous mes invités. Mais je suis obligée de commencer par là. T'es plutôt thé ou café? Café. Très bien. Donc, ce sera une pause café, une véritable pause café. Est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu aimerais qu'on le fasse? Waouh. Excellent. Donc, je me définis comme... donc, je m'appelle Isabelle. C'est le prénom que mes parents m'ont affectueusement donné à ma naissance. Je me définis comme une maman, une épouse, une beautypreneur, amoureuse de la vie, de la beauté, de Dieu, et qui a envie, en fait, de laisser un sourire sur les visages de ceux et celles qu'elle rencontre. Ça marche, ça marche. Nous, on ne s'est jamais rencontrés, mais je te suis sur les réseaux depuis plusieurs temps déjà. Et à chaque fois que je vois tes stories, en fait, il y a quelque chose d'hyper lumineux, de positif dans ce que tu postes, et ça donne le sourire en fait. Donc ça fonctionne même quand tu rencontres pas les gens. Waouh. Non mais c'est vrai en plus. Mission accomplie. C'est ça. C'est vraiment, il y a des comptes comme ça sur les réseaux qui font du bien et ton compte fait du bien. Vraiment. Formidable. Quelle petite fille étais-tu, Isabelle? Comment tu pourrais te définir? Waouh. Tu sais, c'est marrant parce que j'ai retrouvé une photo de moi. En 1999, je suis à l'endroit de la maison que j'aimais le plus. J'aimais passer du temps à dessiner. Et c'est la seule photo que j'ai de mon enfance où je suis en train de dessiner. Ah, c'est dingue. Et la petite fille que j'étais, eh bien, c'était quelqu'un de très créative. Mon papa disait que j'étais sur la lune parce que j'arrivais à m'évader, à créer un univers dans lequel j'étais moi, en fait. Je vivais ma vie rêvée dans cet imaginaire-là et je le traduisais, en fait, au travers du dessin. Sachant que le dessin, je ne l'ai pas appris, mais j'arrivais à super bien le faire et à créer vraiment mon monde au travers du dessin. Et j'ai cette photo, je l'ai mise sur mon bureau. Et quand je regarde cette jeune fille de 17 ans, plein de rêves, en train de dessiner, et je vois où je suis aujourd'hui, en fait, ça m'émeut à chaque fois et ça me reconnecte toujours à la base, quoi. La base, c'est quoi pour toi? La base, c'est la simplicité, c'est la vérité, c'est la famille, c'est la foi, voilà. C'est mes bases, en fait.
tu vois. Et j'ai cette photo de cette jeune fille-là qui était plein de rêves, qui pensait que tout était possible. Et je veux continuer à penser que tout est possible et avoir plein de rêves. Mais ta vie prouve que tout est possible parce qu'on va y revenir. On va revenir justement à ton parcours qui est quand même singulier. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai que des fois on a des rêves d'enfants, des rêves d'adolescents qu'on ne réussit pas à réaliser. Et toi, t'as encore ce truc de te dire, ben, cette jeune fille, elle pensait que tout était possible et ton parcours prouve que cette jeune fille avait raison. Et moi, j'adore ce genre d'histoire. Yes. C'est génial. Est-ce qu'à l'époque, le maquillage était déjà important dans ta vie? Ou est-ce que pas du tout? Tu sais, mais là, je parle vraiment petite fille. Tu sais, moi, je me rappelle, ma maman se maquille tout le temps. Même aujourd'hui encore, tu vois, elle a 60 ans, elle se maquille tout le temps. Alors, quand je dis elle se maquille, maman, c'est le rouge à lèvres et le vernis. Elle met pas de fond de teint, à part vraiment pour les très grandes occasions, des choses comme ça, mais son rouge à lèvres et son vernis, jamais de la vie tu ne la verras sortir sans. Et tellement, quand elle a accouché de ma petite sœur et de moi, le docteur lui a dit, mais il faut vous démaquiller. En fait, elle voulait pas. Et moi, je me souviens de petite limitée. Tu vois, on a les enfants qui arrivent. Il est trop chou. Et tu vois, moi, j'ai le souvenir d'elle, de moi plutôt, qui limitait, qui faisait genre je me mets du rouge à lèvres comme maman, qui met du vernis. Est-ce que toi aussi, petite, tu avais déjà le maquillage en amour, tu sais, en regardant tati, maman, tout ça? Est-ce que c'était déjà ancré en toi? J'avoue que j'ai grandi avec une maman qui est très coquette, très féminine. Donc qui allait chez le coiffeur tous les dimanches, qui avait son tailleur qui lui faisait ses tenues, qui avait une vie sociale très riche, donc avec des soirées de gala, qui portait des robes de soirée et tout. Donc c'est clair que j'ai été fortement influencée par ma mère. Je me rappelle, j'avais 8 ans, je suis allée dans la salle de bain, j'ai pris le mascara bleu. Je savais même pas que ça avait la couleur bleue. Et j'ai juste mis, et comme je savais que j'allais me faire choper, ben j'ai pris du papier hygiénique pour enlever. Et tout ça que le mascara ne s'enlève pas avec le papier hygiénique. Tu es une enfant de 8 ans, tu es grillée à 50 km. En fait, voir ma mère coquette, tu vois, et des femmes autour de moi très coquettes, eh bien, pour moi, c'est naturel, en fait, de se maquiller. C'était normal. Et je me rappelle ma mère qui disait toujours, à une femme, c'est son rouge à lèvres et ses bijoux. Ah non, mais si tu n'as pas de rouge à lèvres, mais t'es nue, mais t'as rien. Donc, ces standards étaient très coquettes, tu vois. Donc, oui, je me suis épilé les sourcils, je crois que j'étais en classe de première, j'avais 16 ans. On bricolait du maquillage très, très tôt. Mais juste pour la partie fun, tu vois, pour sortir avec entre copines et tout. Mais jamais dans la dimension professionnelle, parce que à l'époque, ce n'était pas un métier, en fait. D'accord. Et toi, tu voulais faire quoi justement à l'époque? C'était quoi ton rêve professionnel? J'ai voulu être hôtesse de l'air, j'ai voulu être Médecins sans frontières, j'ai voulu être styliste, j'ai eu plein de rêves. Et après il y avait les rêves, et puis après il y avait qu'est-ce que tu fais à l'école. Donc après le bac, comme j'ai fait une filière littéraire, j'ai eu un bac littéraire au Cameroun. Donc, les voies de sortie, c'est journaliste, avocat, psychologue ou il y avait une quatrième, ou enseignant. Okay. Donc, ça, c'était les 4 issues qui m'étaient proposées au Cameroun. Et moi, j'avais toujours rêvé, en fait, de voyager, de partir du Cameroun, de vivre une vie vraiment internationale. Parce que mes parents, en fait, voyageaient depuis que j'étais petite. Donc, ils me racontaient plein d'histoires, ils racontaient toujours leurs anecdotes de voyage. Et je me disais, ah ouais, mais, dans mon imaginaire très riche, je me projetais, je m'imaginais vivre à New York, j'imaginais vivre aux États-Unis, dans un studio comme je voyais dans les clips de R&B à la télé et tout. On a tout fait. Donc, je m'imaginais, en fait, vivre une vie à l'extérieur du Cameroun. Et c'est là, en fait, que les portes se sont ouvertes plutôt pour une école de commerce en France, où je suis allée étudier le marketing et le management international pendant 5 ans. Et tu as un MBA, donc qui est quand même pas rien. Tu travailles pendant une dizaine d'années pour de grands groupes français. Est-ce que ça t'a permis de voyager? Paradoxalement, non. D'accord. Je n'ai pas voyagé au travail, mais j'ai voyagé pendant que j'étais étudiante. Et j'ai fait une partie de mes études à Lille.
qui est un peu la capitale, qui est un petit peu le point central pour aller en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, enfin les autres capitales européennes. Donc je voyageais beaucoup étant étudiante et j'ai fait une partie de ma formation aux États-Unis aussi en semestre d'échange en Californie et puis toutes les opportunités que j'avais de voyager, je sautais dessus. Mais quand j'ai commencé ma vie professionnelle, ma carrière professionnelle, les voyages étaient réservés vraiment aux cadres exécutifs, aux directeurs de filiales, directeurs d'usines, mais pas à nous qui étions en support en fait de ces directeurs. D'accord. Comment tu vis ces années justement dans ce milieu commercial? C'est quoi ton souvenir de cette époque? Waouh, c'est très bizarre parce que j'avais l'impression de me travestir pour aller au travail. C'est vrai? Littéralement. Pourquoi ce sentiment? Parce que je ne pouvais pas être moi à 100%, parce que je devais porter une casquette qui devait paraître professionnelle pour rester dans les cadres de ce qui était attendu d'une femme professionnelle noire. Et c'était quoi justement ce cadre à l'époque? Eh bien, en plus, j'ai évolué dans des univers qui étaient très masculins. Je travaillais dans l'univers de l'industrie automobile, dans l'industrie des assurances et dans le secteur bancaire, où en fait tout est très cadré, tout est très formaté, où tout le monde se ressemble un petit peu, et où si tu fais preuve de créativité, bien, tout de suite tu en marge, quoi, c'est bizarre. Différente, en fait. Donc tu dois entre guillemets te fondre dans la masse, ok. Tes idées doivent aller avec ce qui a déjà été fait avant et continuer, préserver ce qui est, et il n'y a pas de place pour la spontanéité, pour la créativité. Ce que je suis, en fait, dans mon essence. En tout cas, cette adolescente de 17 ans qui dessinait, elle avait cette créativité. Exactement. Sauf que le monde professionnel, en fait, tu es embauché pour une tâche, pour un poste, pour une fonction. Et on s'attend à ce que tu fasses ce pourquoi tu as été embauché, surtout dans le milieu francophone, clairement, parce que dans le milieu anglophone où j'ai fait une partie de mes études, on nous encourageait justement à exprimer ce côté-là, à chercher par nous-mêmes, à penser par nous-mêmes, à exprimer cela. Mais quand tu reviens dans le système français, je prends un exemple, j'ai fait mon stage de fin d'études chez General Motors. J'étais entourée de jeunes du même âge que moi, mais qui étaient déjà tellement formatés avec la culture de l'entreprise qu'ils ne pouvaient pas penser différemment que ce que le directeur a dit. Voilà, on ne fait pas autrement. Il n'y a pas d'autre façon de faire que ça. C'est difficile pour l'évolution. Non seulement c'est difficile pour l'évolution, mais c'est aussi difficile pour pouvoir t'intégrer vraiment dans l'intégration au sein de l'entreprise. Mais souvent, intégrer peut faire mal si on ne prend pas en compte les personnalités des gens. Bien sûr. Les différences des gens. Et donc, du coup, pour moi, le travail, c'était vraiment un endroit où je vais pour pouvoir payer mes factures. C'est alimentaire, quoi. Avoir renouvelé mes cartes de séjour, payer mon loyer. Bref, c'était vraiment alimentaire. Et je n'ai jamais considéré le travail comme une voie d'épanouissement pour pouvoir réaliser mes rêves. Mais vraiment, c'était clair pour moi dès le départ. Et du coup, comme j'avais cette passion pour la beauté à côté, où je faisais les cheveux, je bricolais un petit peu le maquillage, je faisais les bijoux, en fait, tout ce qui était manuel et qui pouvait me permettre d'exprimer ma créativité, j'y allais sans réserve. Okay. Donc, dès que je sortais du travail, j'avais qu'une envie, c'était de courir chez moi. Je me connectais sur ma chaîne YouTube, ou j'allais sur mon blog, je prenais mes pinces, mes pinces pour faire mes bijoux. En fait, j'avais cette créativité qui bouillonnait à l'intérieur de moi, et ouf. Et je me rappelle une fois, mon directeur marketing, il m'a dit, on appelle ça comment? Les évaluations manuelles. Entretien annuel. Ouais. Voilà, entretien annuel, il me regarde et il me dit, franchement, Isabelle, si tu mettais 10% de ton énergie que tu utilises à l'extérieur dans ton boulot, tu serais une bombe. Mais littéralement. Et ça t'a fait quoi quand il t'a dit ça? Rien. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y avait rien qui me donnait envie, là. Ouais. Donc tu savais que tu pouvais pas mettre plus d'énergie que ce que tu mettais, en fait. Parce que, en fait, je pouvais pas progresser au-delà de ça.
C'était lui le directeur marketing. Moi, je pouvais pas prendre sa place. Ouais. Donc, j'allais pas rester assistant de marketing toute ma vie. Donc, je changeais d'univers, je changeais d'industrie, je changeais de métier. Mais très vite, je réalisais que non seulement je suis pas née pour ça. En fait, ce sentiment de destinée, en fait, tu vois, te dire, franchement, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as dans ton cerveau, tu penses que t'es limité à ça, en fait, tu vois. Toi, t'as réussi à te dire ça, justement? Ah oui, non, mais en fait, tu vois, j'ai ce sentiment de destinée, il est imprégné en moi depuis l'adolescence, en fait. D'accord. Tu vois, parce que mon papa, il nous en parlait souvent, mais tu vois, de façon comme ça, quand il était très inspiré, il nous sortait une phrase, mais vraiment, waouh. Et puis, je me rappelle un jour, il a dit, je sais même plus ce qu'il m'avait dit, mais bon, bref, ça a éveillé, en fait, chez moi, ce sentiment de destin, en fait, de se dire, OK, tu n'es pas né pour rien. Et donc, je cherchais vraiment régulièrement une réponse, en fait, à ça. Et moi, je l'ai trouvé, en fait, dans la prière, dans la foi, en lisant des livres, en priant, vraiment, parce que, voilà, qui mieux que Mercedes sait à quoi sert une Mercedes. Alors, Seigneur, si tu m'as créé, bah, tu sais pourquoi, en fait. Donc, révèle-moi le but pour lequel tu m'as envoyé sur cette terre. Et vraiment, hein, c'était une vraie recherche, une vraie quête. J'étais comme ça avec mes antennes, tu vois, levées pour voir le signe, le truc. Pour voir les signes. Et tout le monde le voyait sauf moi. C'est vrai. Alors, raconte-nous, parce que moi, je veux savoir comment tu t'es dit c'est le maquillage. Parce que, alors oui, comme tu l'as dit, plus jeune, t'aimais te maquiller, t'aimais être coquette, avec tes amis, vous maquillez. Mais comme tu le disais, c'était pour le fun. Comment, à un moment, t'as eu cette lumière et tu t'es dit, mais c'est ça, en fait. Je suis sur Terre pour ça. C'était pas facile et ce n'était pas aussi linéaire que ça. Parce que, tu vois, il y a des choses que tu fais facilement. Mm-hmm. C'est naturel. Tu ne l'as pas appris. C'est tellement naturel même que c'est... Je veux dire, je prends une feuille, même si je n'ai pas dessiné pendant 2 ans. Si je prends une feuille, je dessine. J'ai la créativité qui est en ébullition. Je dessine et je crée sans limite ce que je veux. Et donc, je savais que j'avais un talent pour le dessin. Mais comme je ne l'utilisais absolument pas dans le milieu professionnel, donc il y avait des neurones qui se connectaient pas en fait. Oui, parce que pour toi, c'est un plaisir, juste un plaisir. Voilà. Et puis, tu te dis toujours, bah, si j'ai pas travaillé dedans, bah, ça compte pas. La légitimité. Voilà. La légitimité, et puis, ça vaut rien, ça compte pas, c'est pas important. Et, donc il y a ça, il y a le dessin. Et puis, à chaque fois qu'on me donne quelque chose à faire, mais manuellement, sans réfléchir, vraiment de façon intuitive, j'arrive à soit réparer, soit créer, soit arranger, soit sublimer. Mais vraiment, je me suis retrouvée en train de faire des bouquets de mariés sans jamais avoir appris. Génial. Ok, c'était pas parfait, mais j'ai au moins le mérite d'avoir fait quelque chose. La mariée, elle avait un beau bouquet. Ouais. Donc, tout ce qui était attrait au manuel, j'arrivais à très bien le faire. Donc, je me dis, ok, il y a quelque chose avec le côté manuel. Ensuite, je me retrouve... j'écoute cette parabole-là. Tu sais, je sais pas si tu connais la parabole du semeur que le Seigneur Jésus a enseigné, où il y a un semeur qui sortait pour semer. Et sur le chemin, non, c'est pas celui-là, c'est une autre, pardon, c'est une autre parabole où c'est un monsieur qui a des serviteurs et il attribue à chacun des talents. Donc il y en a un à qui il donne 10 talents. Et il y en a un à qui il donne 5 talents, et il y en a un à qui il donne 2 talents. Je suis pas sûre des proportions, mais c'est dans ces eaux-là. Donc celui à qui on a donné 5 talents, il va le multiplier, il va le fructifier, et il revient, il apporte 10 talents à son maître, à son boss. Celui qui en avait 5, celui qui en avait 10 va multiplier, il en apporte 20. Celui qui en avait 5 va les multiplier, il en apporte 10. Celui à qui on a donné 2 talents, il va et se dit, mon maître, il est méchant, c'est quelqu'un qui est dur et tout ça. Moi, je vais enterrer le talent, quoi, parce que, voilà, je veux pas m'embêter, je vais enterrer. Et quand il revient, il présente que 2 talents à son maître. Et puis, le maître, il dit quoi? À celui qui a multiplié, les 10 et qui a donné 20, il dit, écoute, good job. Tiens, je t'en rajoute, en fait. Pareil pour celui qui avait 5 et qui a multiplié en 10. Mais celui qui n'a rapporté, qui est venu avec les 2 talents et qui n'en a rien fait, mais littéralement, il lui dit, mais attends, t'es méchant, en fait. Oui, tu savais que je suis dur, peut-être,
Mais tu aurais même pu placer les talents à la banque pour que ça rapporte des intérêts. Mais tu allais enterrer. Et bien, je te retire même ce que tu avais. Mais ça veut dire quoi, en fait? Que le peu que nous avons, on doit faire quelque chose avec. Ouais. Et les excuses de se dire, ouais, mais j'avais pas le temps. Ouais, mais j'avais les enfants. Ouais, mais j'étais occupée au boulot. Bah, est-ce que ça va te tenir la route? Tu sais, je suivais un motivateur qui s'appelle Les Brown, qui disait, et il commence souvent comme ça pour briser un peu la glace et faire l'électrochoc à son audience. Et lui, il leur dit, imaginez-vous sur votre lit de mort. Et imaginez tous les livres que vous auriez dû écrire qui sont en train de vous regarder. Imaginez toutes les chansons que vous auriez dû chanter qui sont en train de vous regarder. Imaginez tous les voyages que vous auriez dû faire qui sont en train de vous regarder. Imaginez tous les rêves, tous les projets que vous aviez qui sont en train de vous regarder. Vous êtes couché sur votre lit de mort et qui sont en train de vous dire, donc nous allons mourir avec toi. Ouais, c'est puissant. Tu dis ça me donne des frissons. Ouais. Quand je te dis que je vis avec un sentiment de destinée, c'est parce que je suis consciente que je ne suis pas venue sur Terre les mains vides. Et je ne vais pas retourner les bras croisés, en fait, sans avoir rien fait avec ça. Tous ces dons, tous ces talents, toutes ces facilités, cette capacité que Dieu nous a données, c'est pas juste pour les avoir et puis se dire, je sais faire ça et puis c'est facile pour moi. Non, il y a un but derrière. Et le fait d'aller justement demander à notre Créateur, c'est lui qui nous a donné, et puis, à quoi ça sert en fait? Mais pourquoi j'ai ça? Mais moi, quand je dis je harcelais littéralement Dieu, c'est que à chaque fois que je pouvais prier, je dis Seigneur, mais tu m'as créé pourquoi? Il faut que tu me révèles. Je veux savoir. Révèle-le-moi. Je te lâche pas tant que je sais pas. Parce qu'il faut que ce désir soit intentionnel, qu'il soit sérieux. C'est pas juste allez, vas-y, si je sais pas, bof, tant pis. Et vraiment et je te dis c'était pas en une année, c'était pas en une prière, c'était pas en un claquement de doigts. C'était vraiment des recherches, j'écoutais des enseignements, je lisais des livres sur le fait de chercher à connaître sa destinée, connaître son don, enfin peu importe comment tu l'appelles. Mais tu savais que c'était là, tu savais que c'était en toi en fait. Je pense qu'il y a ça aussi qui a joué. Mais des fois, t'as besoin d'une confirmation. C'est ça. Mais entre-temps, t'as pas les bras croisés. C'est-à-dire que moi, à côté, je continue. Enfin, je tâtonnais, mais littéralement. Je fais la coiffure. Ok, les gens me sollicitent. Je coiffais les gens à domicile sans jamais avoir appris la coiffure. Les gens, ils venaient. Là, tu vois, je me suis coiffée toute seule, là. Super jolie, en plus. Tu vois, vraiment. Et cette facilité qu'on a à faire les choses, elle n'est pas juste là pour être là. Ouais. Elle doit nous servir. Elle doit nous servir. Elle surtout, elle sert les autres. Ouais. Parce que rien de ce que nous avons n'est pour nous. Un cerisier ne produit pas les cerises pour lui. C'est vrai. C'est vrai. Il n'a pas besoin de cerises. Ouais. Mais il a la capacité de produire des cerises. Moi, j'ai un cerisier dans mon jardin. Franchement, j'en fais rien. Chaque année, je viens, je cueille seulement les cerises, je mange. Je l'arrose même pas. La nature, ça s'occupe de l'arroser. Moi, je suis là, je mange juste le fruit. Et c'est pareil pour les dons et les talents que Dieu a mis à l'intérieur de nous. C'est pas pour nous. C'est pour servir aux autres. C'est pour servir les autres. Et que les autres viennent manger le bon fruit que nous produisons, en fait. Et donc, quand j'ai eu vraiment la confirmation, c'est-à-dire que ce feu vert qui vient de l'intérieur et où le Seigneur m'a clairement révélé que, voilà, ma vocation était de servir les femmes au travers de la beauté et par le maquillage. C'était clair. Ça pourrait être par le chant, ça pourrait être par la mode, ouais. Mais moi c'est vraiment par la beauté. Mais comment tu l'as ressenti? Comment t'as su que c'était cette direction-là? Est-ce que c'est l'énergie à chaque fois et qu'à un moment tu t'es dit mais c'est ça en fait? C'est comment tu l'as ressenti? Alors en fait, et c'est là où justement je conseille toujours aux gens, n'attendez pas d'avoir tous les signaux pour y aller. Tâtonnez, allez-y même à tâtons. Ouais. Parce que, tu sais, c'est un peu comme les portes de supermarché, là. Elles s'ouvrent pas tant que t'es pas devant. C'est vrai. Ouais. Donc, des fois, on s'attend que la porte s'ouvre avant qu'on entre. Non. Rapproche-toi. Tâtonne. Moi, j'ai commencé, j'avais une chaîne YouTube, j'avais un blog. J'étais déjà dans la direction, mais sans savoir clairement, en fait, que c'était ma direction. Parce que, à côté, je travaillais. Tu vois, j'étais assistante commerciale à la banque, rien à voir. J'ai travaillé comme comment t'appelles ces gens-là?
je voulais même, j'ai fait tous les métiers possibles. Mais parce que dans le côté professionnel, fiche de paye, contrat de travail et tout, je travaillais pas du tout dans la beauté. J'ai jamais travaillé dans le domaine de la beauté, en fait. Mais dans mes hobbies, dans des choses que je faisais sans compter mes heures, sans compter mon temps, mon énergie. Et ça, des fois, c'est des indices. Ouais, c'est clair. Tu vois. Des choses T'as que tu es l'impression de capable de faire. travailler. Mais je peux m'asseoir et commencer à me coiffer à 23h, je termine à 6h du matin. Je ne m'en lasse pas. C'est-à-dire que ça ne me fatigue pas, en fait. Ouais. Au contraire, c'est comme si ça renouvelle même mon énergie. Et des fois, tu as le don, le talent que tu as à l'intérieur de toi. Va te remplir d'énergie. C'est pour ça qu'il y a cet adage qui dit, quand vous faites ce que vous aimez, vous ne travaillerez plus un seul jour de votre vie. C'est vrai. C'est une façon de dire que en fait, c'est une énergie qui te consume, qui te renouvelle. Je coiffais les femmes, je maquillais les mariés, j'aimais ça. Même s'il y a le stress, il y a l'adrénaline, il y a la peur, il y a le je sais pas ce que ça va donner, mais ça te consume tellement. Tu vois, c'est une passion. Pour certains vont appeler ça une passion, mais la passion, c'est le détonateur, en fait. Tu vois, c'est vraiment le point de départ. Et je me rappelle en 2014, après avoir fait plusieurs mariés, j'ai vraiment voulu me professionnaliser là-dedans. Ok. Donc, je continuais à travailler en entreprise, avec mes fiches de paye, mes contrats de travail, naninana, aller au boulot du lundi au vendredi. Mais, mon Dieu, je pouvais faire des essais mariage le dimanche après avoir fait tout ce que... Je travaillais du lundi au lundi, en fait. Et je n'étais pas fatiguée. Parce que tu faisais aussi à côté ce que tu aimais vraiment. En fait, c'est ce que j'aimais vraiment qui me renouvelait, qui me donnait de l'énergie. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand j'allais au travail, j'en pouvais plus. Ouais. Et là, le choix a été vite fait, en fait. C'était pas moi, en fait. C'est-à-dire que j'étais obligée de porter un masque quand j'étais au boulot. Je pouvais pas rire comme je ris d'habitude, parce qu'il fallait que je fasse tu vois, que je me comporte, que je fasse genre, que voilà, et je devais adopter un rôle, je devais jouer des rôles, je devais faire genre je m'intéresse à mes collègues alors j'en avais rien à cirer d'eux, je devais faire genre je suis content d'être là alors que je voulais pas du tout être là. Sauf que ça, faire semblant nous bouffe de l'énergie. Bien sûr. Or quand on est soi-même, on renouvelle notre énergie. Ouais. Et tu ne peux être que toi-même quand tu es dans ton couloir, quand tu es en train de faire ce pourquoi tu as été destiné. Et c'est la meilleure façon de servir Dieu. C'est clair. C'est de pouvoir utiliser ce talent qu'il t'a donné et de pouvoir servir les autres. Ça, c'est le meilleur service que tu peux lui rendre. Ouais. C'est pas en faisant ou en jouant des rôles ou en faisant ce pourquoi t'as pas été. Même, tu prends une Ferrari, tu vas faire tes courses avec, tu charges le capot et tu roules à 30 à l'heure. Mais tu vas la frustrer, en fait. C'est clair. C'est clair. C'est clair. La Ferrari, elle n'a pas été faite pour aller remplir ton caddie à Lidl. Non. Or, il y a beaucoup de nous sommes des Ferrari coincés dans les parkings de Lidl, quoi. Ouais. Non, mais clairement. Et justement, tu décides donc que tu vas devenir make-up artiste professionnel. Est-ce que tu as peur quand ça devient clair dans ta tête, quand tu te dis, OK, maintenant, ce masque que j'avais jusque-là, je vais l'enlever et je vais être moi. Est-ce que quand même, au fond, t'as peur? C'est la plus grosse peur de ma vie. C'est dingue quand même. Tu sais, je te pose cette question parce que tu sais que t'enlèves un masque qui n'était pas le tien pour être toi et malgré ça, tu me dis c'est la plus grosse peur de ma vie. Mais pourquoi? C'est difficile d'être soi? C'est le plus gros challenge d'être humain. Si c'était si facile, plus de personnes oseraient être eux-mêmes. C'est vrai. C'est vrai. Et comment tu le vis justement, ce cap? Ça a pris du temps pour vraiment te dire, OK, être moi, c'est déjà super. Des fois, quand t'as pas le courage, la vie va te mettre des coups de pied au derrière. Pour te montrer qu'il faut y aller. Non, mais vas-y, saute, quoi. Ouais. Et si t'as peur, je te donne un coup de pied au derrière. Et du coup, tu es obligé, en fait. Mais oui, t'es obligé. Tu sais, quand je te dis que quand j'ai eu la confirmation de ma vocation, nous étions en 2015. En mai 2015. Je l'ai écrite et je l'ai gardée pour moi parce que c'était tellement effrayant, en fait. Ce que Dieu me montrait à l'époque, que j'ai eu peur.
Et je suis retournée trouver un travail. J'ai travaillé comme assistante de direction auprès des CEO, de vice-présidents. Le poste était prestigieux, c'était derrière les Champs-Élysées, j'étais bien payée, sauf qu'au bout de combien de temps? En moins de 2 ans, le CEO a changé, le vice-président est parti en retraite et je me retrouve là, 5e roue du carrosse parce que le nouveau CEO vient avec sa propre assistante de direction et moi, on me vient. Ah merde, ok. Et là, je vais dans les toilettes, je pleure un bon coup et je me dis, OK, Seigneur, si c'est ta volonté que je m'en aille, ouvre la grande porte. Mais si c'est pas ta volonté, je reste. Mais en fait, c'était une fausse prière parce que je savais clairement qu'ils voulaient me mettre dehors. Et je suis sortie par la grande porte parce qu'ils m'ont viré avec un joli chèque, 6 mois de salaire, alors que j'avais même pas 2 ans d'ancienneté. Mais la peur fait que je cours chercher un autre job. Alors qu'au fond, tu sais déjà dans quelle Non, direction. je sais déjà que, en fait, là, tu es en train de juste jouer la montre, en fait. Ouais, c'est ça. Ton sort est scellé depuis. Et donc, je cours littéralement chercher un autre job. Je passe des entretiens chez Hermès, chez Lanvin, chez BCG Consulting, chez des grosses boîtes où je suis vraiment en dernière étape de choix, en fait. Et je me retrouve en train de faire le choix entre Sanofi et Trigo, qui était une boîte dans l'aéronautique. Je choisis Trigo, qui était à 4 minutes à pied de chez moi. Meilleur job possible, imaginable. Mais comprends, la meilleure position que je pouvais occuper, le meilleur salaire que je pouvais occuper. En termes de distance, j'étais à 4 minutes à pied de chez moi. C'est-à-dire que je de chez moi, l'entreprise en face. J'avais qu'un feu rouge à traverser. Toutes les conditions sont réunies pour que ce soit le top du top. Mais je ne peux pas supporter une journée de plus dans cet emploi. J'y vais comme si j'avais un boulet au pied. Parce que mon temps, en fait, était fini. C'est-à-dire que là, les choses que tu supportais avant, tu les supportes plus. Ouais. Et tu commences à te dire, non, peut-être c'est parce que c'est la collègue qui a fait ceci. Ah non, peut-être c'est parce que c'est l'ascenseur qui a fait comme ça. Oh non, peut-être c'est l'ambiance. Non, il y a rien de ça, en fait. C'est que ton temps est écoulé. Ouais, clairement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je prends la décision de ne plus jamais retourner dans un boulot de bureau. Ok. On est en juin 2017. Ouais, 2 ans après quand même. 2 ans après. Ouais. Et je me rappelle qu'il y a une copine avocate à l'époque qui me disait, mais Isabelle, toi tu joues avec le feu, hein. Donc Dieu t'a parlé clairement et toi tu es en train de... tu joues dangereusement, quoi. Et en fait, donc je décide de sauter dans la piscine. Enfin, c'est plutôt sauter à parachute, parce que la piscine, au moins, tu sens. Tu sens le sol à un moment. Voilà. Mais là, je saute en parachute, et là, je me dis, bah, voilà, Seigneur, maintenant, le parachute doit s'ouvrir, et voilà. Là, je saute dans le vide. C'est vraiment un acte de foi. Et il se passe que les 6 premiers mois, j'ai 0 nouveaux clients. Toutes les demandes de devis qui pleuvaient à l'époque, j'ai personne qui me répond. Ah, j'adore ce que tu fais, ah, j'aime ce que tu fais et tout. Et quand j'envoie le devis, pas de retour. Là, il y a une remise en question. Ah là, tu as envie d'aller postuler à nouveau, tu as envie de réactiver tes contacts. Manpower, Hayes, je sais pas, Price, Kila et tout ça, tous ces cabinets-là. Et mon téléphone sonnait tous les jours. J'avais des postes qui m'étaient proposés tous les jours. Des 50K, des 52K, des NEI, des machins, des postes et tout. Et là, tu te dis, ah. C'est dur quand même, tu sais, d'être dans cette position où tu sais où tu dois aller et où c'est dur parce que ça ne va pas comme ça devrait aller, mais tu sais que c'est là. Et de l'autre côté, tu sais, il y a la petite carotte là qui est là. Viens, là, on est là et tu dois rester focus sur ce que tu es toi et ce que tu veux profondément. Et je me dis, c'est là que le mindset joue pour beaucoup parce que c'est finalement ton mindset et ce que tu as au fond de toi qui va te donner la direction à aller. Et toi, t'as maintenu, mais ça devait être difficile. Non, c'est difficile. Honnêtement, celui qui dit que c'est facile, ment. C'est difficile. Chaque jour, tu te demandes si tu as fait le bon choix. Bien sûr. Chaque jour, tu te demandes si tu avais bien entendu, si c'était vraiment ça. Et puis, je te dis non. Quand même. Il y a trop de signes qui sont alignés, il y a trop de choses, quoi. Tu vois. Et puis après, bah, les connexions commencent à se faire. Tu te retrouves au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et là, tu réalises que, en fait, toi, de toi-même, tu n'aurais jamais pu orchestrer ça. Là, en fait, le Seigneur te commence à te faire des clins d'œil. Hey, t'as vu, hein? T'as vu? Et là, mais littéralement,
je rencontre une copine qui, je la connaissais pas, donc on est devenus copines après, qui a une agence de maquillage et qui avait 20 ans d'expérience dans le game et qui m'envoie maquiller une critique de la mode qui est là à Paris pour la Fashion Week. Bon, mon premier gig pro, parce qu'avant c'était les particuliers qui me demandaient voilà mariage ici anniversaire là, mais mon premier job de maquilleuse pro, c'est pour la Fashion Week au mois de juillet pardon, à l'hôtel Coste, donc 5 étoiles, avec une critique de la mode anglaise qui est assise derrière Rihanna. Juste pour savoir, est-ce que entre-temps, t'as fait une école de maquillage ou est-ce que tout ça c'est de l'autodidacte? 100% autodidacte et je dirais à l'école du Saint-Esprit parce que clairement j'ai aucun mérite véritablement. J'ai pas fait d'école de maquillage. Donc là, en autodidacte, t'as ton premier show. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 0 diplôme en maquillage. Ok. Je tiens à le préciser. Impressionnant, mais c'est impressionnant. Et donc cette dame, elle me dit voilà, je vais être assise derrière Rihanna et Zendaya Zey. Donc voilà, il faut pas que le flash reflète la poutre et tout ça machin. Et là je me dis, Seigneur, c'est qui cette dame? Donc je vais la maquiller avec ma petite tutu que je garde ma voiture rue du Faubourg Saint-Honoré, la fourrière me l'emporte. Voilà la réalité. Moi j'arrive, je connais personne, je ne connais personne. Je ne connais pas les influenceurs, je ne connais pas les noms, je connais pas les stars, on ne me connaît pas. Je débarque vraiment non-name. Tout ce que je sais, c'est que j'ai une vision du maquillage tel que je veux le faire et le réaliser, qui est vraiment l'effet peau nue. Je veux maquiller les femmes pour que qu'elles soient sublimées, mais qu'on ne voit pas le maquillage. En fait, je veux que ce soit elles qu'on voit, pas leur maquillage. Et le maquillage n'est qu'un prétexte, en fait. Mais pouvoir les sublimer et faire ressortir le meilleur de leurs traits, le meilleur d'elles. Ça, c'est vraiment la vision que j'ai. Et que j'arrive, mais encore une fois, comme un cheveu dans la soupe. Parce qu'à l'époque, les maquillages, c'est à la nigériane, c'est à la libanaise, c'est à l'américaine qui chargeait heavy make-up avec des sourcils bien asymétriques, bien structurés, le highlighting, le contouring. Si tu n'as pas le nez triangulaire, ça passe pas et tout. Donc, moi, j'arrive en mode, c'est quoi ton maquillage invisible là? Tu vois? Et il y a des noms qui sont déjà établis et tout. Donc, voilà. Et que tu te sens comment quand tu la maquilles? Parce que t'arrives avec, comme tu le dis, un truc déjà établi et tu sais c'est quoi ta signature, tu sais c'est quoi t'as envie de véhiculer par rapport à ton maquillage. Ça se passe comment avec elle alors? Parce que nous on veut savoir l'histoire. Mais je transpire dans le dos, je transpire derrière les genoux. Tu sais quand tu transpires tout ton corps, non? Tu transpires même dans les endroits que tu ne savais pas que tu transpires. Je transpire derrière les genoux, je transpire derrière les chevilles, mais je transpire. Je te promets que je transpire. Et je veux tellement bien faire, mais littéralement, que je suis hyper exigeante avec moi. Parce que je n'ai pas fait d'école. Ouais. Donc je ne sais pas comment il faut faire pour bien faire. Je sais pas si tu vois. Oui, bien sûr. T'as pas les codes qu'on transmet à l'école. T'as pas l'organisation extérieure, t'as pas les codes extérieurs. Donc, tu fais selon ton intuition, ton savoir-faire et ton talent. Ouais. Et donc, je travaille avec elle la première fois. Elle est super contente. Elle me rappelle 2 jours après. Là, je me dis, Tu étais même étonnée qu'elle te rappelle. Je retourne et tout. Et elle me briefe de ce qu'elle veut et tout, machin. Je la maquille. 2 semaines après, Isabelle, est-ce que tu peux aller maquiller pour la publicité de la campagne de Jordan, la marque Jordan, parce qu'il y a des basketteurs de la NBA qui sont à Paris pour les photoshoots et tout. Je débarque avec mes Adidas pour une pub de Nike. On me demande en premier de déchausser vous. Je dis, moi j'étais stylée, j'étais habillée tout en blanc et tout avec mon truc là. Et je me retrouve en fait au milieu de géants parce que les gars, des joueurs de basket, c'est des géants. Nous on est à côté, on est des sauterelles, tu vois. Ouais. Donc les gars, ils font 2 mètres, ils font tout. Et moi, je suis là, c'est des gens, tu vois, à la télé, Bien sûr. Mince. Tu dois maquiller les hommes. Donc, j'arrive et tout, tu dis, bon, on fait quoi? On fait le contouring, on fait le highlighting. Et c'est non. C'est vraiment, tu vois. Et je n'ai pas appris. C'est sur place que je suis formée, en fait, sur le terrain. À chaque fois. Quelques semaines après, je me retrouve sur le tournage d'un clip. Parce qu'il y avait eu les inondations et la tornade aux Antilles à Saint-Martin. Ouais.
Et il y avait des chanteurs de zouk, de dancehall et tout ça qui avaient fait un clip pour aider les sinistrés dans les Caraïbes. Donc je me retrouve là avec les Jackie et Benji, Passy, Stomy, Bugsy, tous ces gars que tu voyais à la télé, Princesse Erika, et tu es là, waouh. Quelques temps après, oui, il faut maquiller Slimane, je cours, et Julien Clerc, le groupe Kyo, Jennifer, Amel Bent, des gens des États-Unis qui arrivent à Paris. En fait, ça s'est fait vraiment au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vraiment par la grâce de Dieu, je peux le dire, parce que j'ai jamais envoyé mon CV ni mon profil. Ça a été le bouche à oreille. Les connexions se sont faites, les bonnes personnes au bon moment. Je me retrouve invitée à un event. Il y a Claire Solmers, la propriétaire celle qui a créé le blog Fashion Bomb Dailies, qui est à Paris. À son événement, il y a Bonang Mateba, une star d'Afrique du Sud, qui est là sur place. En fait, je me retrouve à des événements avec des gens qui sont hyper connus, hyper machin. Et moi, je suis là, en fait, l'outsider. Je venais d'acheter ma maison. J'étais en train de faire la peinture chez moi, littéralement. J'avais mes Pumas, mon pantalon de jean. J'ai juste mis une veste, genre, je me retrouve à cet événement. Là, il y a les filles les plus fashion de Paris. D'ailleurs, que les meufs, c'était je sais pas, des Louis Vuitton ambulants, des Dior ambulants. Et moi, je suis là, j'ai que mon smile, quoi. Tu vois? Je suis même pas maquillée. Est-ce que tu penses que ça, c'est pas ta force, justement? Que personne ne t'attende parce que, comme tu l'as dit, t'as pas fait d'école, personne t'a formé, t'es pas du sérail. Et à chaque fois, t'as peut-être l'impression de devoir faire tes preuves parce que sinon, les gens vont dire, ouais, mais elle a pas fait d'école, elle a pas ceci, elle a pas ça. Alors qu'à chaque fois, t'es obligé d'être meilleur qu'hier. C'est peut-être ça ta force, finalement. Certainement. C'est vrai que, tu vois, une fois, je me retrouve sur un court-métrage. On était à l'Aquarium de Paris pour un film et c'est la première fois que je me retrouve sur un tournage de film. Je n'ai pas appris encore une fois, j'ai pas appris le maquillage. Je me retrouve avec des filles qui ont fait des années d'études chez Make Up Forever, qui ont payé des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros pour leur formation, qui ont les kits avec tout ce qu'il faut, la colle, la glu, la poudre qu'il faut et tout. Et moi, je suis là, en fait. On m'a booké pour le tournage avec des acteurs français et tout. Et on est là dans la loge, en train de maquiller, et je regarde, en fait, comment elles font. Et j'ai une capacité de capter, d'apprendre en regardant qui est incroyable. Je regarde comment elles font. Paf! Je me mets à faire des ecchymoses, à faire des hématomes, à faire des blessures, comme si j'avais été en école avec elles. C'est vrai. Wow. Juste en étant dans la piste. Énorme. On a travaillé 2 jours sur le tournage, mais tu pouvais pas savoir qui a fait l'école, qui n'a pas fait l'école. Énorme, c'est énorme, mais c'est dingue. Et tu vois, c'est là aussi, tu dis, c'est en toi, c'était en toi, tout simplement. C'est ça. C'est énorme. Justement, la magie de ton talent, tu l'as dit, hein, t'as maquillé, pour ne citer que cela avec ce que tu as cité, Angela Bassett, Robbie Williams, Ayo, t'as dit Amel Bent, Fally Ipupa, Mavic Bright, dont j'ai déjà parlé 1000 et 1000 fois. À ton avis, qu'est-ce qui fait la différence pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue la maquilleuse des stars? J'ai été promue l'année dernière à la maquilleuse préférée. Pardon. Énorme. À ton avis, c'est quoi la différence? Honnêtement, tu sais, la fin de l'année dernière, je suis arrivée à cette conclusion que souvent, nous prions pour avoir des choses. Et Dieu, dans sa grande bonté, nous les donne. Et après, on commence à croire que c'est notre talent, c'est notre charisme, c'est notre savoir-faire qui font que on ait ces choses. Et on oublie la base. Ou alors, on néglige la base. Mais je suis très consciente que c'est Dieu qui me fait trouver grâce, en fait, aux yeux de ces personnes. Parce que clairement, les stars, ils ont l'embarras du choix. Les marques leur courent derrière. C'est vrai. Une queen comme Angela Bassett, mais elle claque des doigts, elle a l'équipe de Dior qui vient la maquiller, quoi. C'est le staff de Dior, c'est même pas une maquilleuse.
Donc, à cette dimension-là, clairement, je suis consciente que ce n'est pas parce que je suis la meilleure maquilleuse ou bien que j'ai la technique la plus aboutie ou que je suis, je sais pas, j'ai un charisme irrésistible. Non, c'est véritablement, et je le reconnais et je le dis, c'est vraiment la grâce et la faveur de Dieu. Parce que quand je me retrouve à la Star Academy, justement, avec Suzanne, cette chanteuse-là, et que je me retrouve nez à nez avec Robbie Williams, mon Dieu, la probabilité pour que cela se passe, c'est juste incroyable. Et tu te sens comment quand t'es face à toutes ces stars? Bon, je vais pas te cacher que moi, je suis d'abord une fana. Mais je te pose la question parce que moi, je sais que j'ai vu des stars et je me suis dit, what? Mais tu sais, et tu essaies de te contenir en mode, ne crie pas. Non, moi, je ne me contiens pas. Je fais ma fan. Je saute, je crie, je hurle. Génial. Je suis en mode, oh my God! J'adore. Tu vois, bon, après, ça dépend aussi des contextes. Parce que quand je vais travailler avec Angela Bassett, donc j'arrive, elle m'ouvre la porte, et je suis en mode, non mais, en fait, je suis dans l'état second. Parce que, mais j'imagine. Clairement, j'ai grandi avec ces films. Ben oui. Mais c'est incroyable. Elle est incroyable. Non, mais moi, j'ai grandi. Attends, mon papa, il avait acheté le VHS de Tina. Donc, on regardait Tina Turner, mais Waiting to Excel avec Whitney Houston. J'avais la BO que je écoutais, mais en boucle. Mais même juste encore là, je l'écoutais en boucle. Tous ces films, je peux te les citer, quoi. Malcolm X, ouais, joue l'épouse de Denzel Washington dans Malcolm X. Et là, elle est devant toi. Elle a joué la boss de Tom Cruise dans Mission Impossible. C'est-à-dire que la meuf, j'ai sa filmographie. Quand je la vois en face de moi, je me dis, c'est Angela Bassett, quoi. C'est la vraie. The Angela Bassett, quoi. Ouais. You know. Et je la maquille, et je suis là en train de la maquiller, et je suis certainement, maintenant, touche Angela Bassett! Et donc, à un moment donné, et tu vois, et puis son rôle dans Black Panther, quand même. Ouais, énorme. Attends. J'ai vu le 2 hier. Elle regarde T'Challa, tu vois, la scène où ils sont dans la scène d'intronisation, elle le regarde, et il a la lance dans le ventre, et lui dit, tu es mon fils, n'oublie pas que, oh mon Dieu, c'est comme si c'était ma mère qui me parlait, tu vois, moi, j'ai toujours, c'est ma maman de Hollywood, tu vois. Et en plus, mon papa, il est fan d'elle et tout, donc, c'est un truc générationnel, tu vois, il y a elle et il y a Denzel, tu vois, c'est un truc générationnel. C'est clair. Donc, à un moment, je suis hyper concentrée parce que quand je vais maquiller Angela Bassett, elle avait une irritation au niveau de l'œil. Donc, je ne pouvais pas, c'était hyper délicat. C'est-à-dire, première prestation, tu es déjà en mode, Seigneur, si je fais n'importe quoi ici, c'est-à-dire que l'œil de la dame peut, donc je suis là, oh là là, il faut que ce soit bien parce que, voilà, il faut que ce soit bien, quoi, tu vois, et, donc j'ai la pression, et puis j'ai la pression parce que c'est elle, puis j'ai la pression parce que, voilà, et puis et donc je suis hyper concentrée, hyper méticuleuse, et à chaque fois je me dis, Seigneur, montre-moi comment faire. Parce que là, je ne sais pas faire. Ouais. Il y a l'émotion qui est trop forte. Non, mais non seulement l'émotion, mais elle avait un orgelet au niveau de la paupière inférieure. Ce qui est hyper délicat, parce que tu ne peux pas mettre de crayon noir dans l'œil. Ouais. L'orgelet touche la paupière inférieure et se décale sur la paupière, sur la peau à l'extérieur. Pour mettre l'anti-cerne, donc pour travailler l'anti-cerne au-dessus des yeux, je ne peux pas travailler l'anti-cerne comme je le referais pour quelqu'un d'autre parce que ça peut rentrer dans son œil et l'irriter davantage. Ouais. Je ne peux pas souligner son regard comme elle a souvent le regard très fumé à l'habitude parce que, en fait, tout est hyper délicat. Ouais. Et c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Mais il faut pouvoir la sublimer telle qu'on a l'habitude de la voir. C'est ça. Mais tu fais comment? Non, tu fais comment? C'est-à-dire que c'est un cas d'école, en fait. Mais donc, clairement. Si le Seigneur ne guide pas mes mains, je vais aller gâter l'œil de quelqu'un. Et elle, à Paris, tous les paparazzis sont là pour la shooter. Donc, tu fais comment? Et je suis là, appliquée méticuleusement. Donc, au moment où j'ai déjà traversé ça et que c'est bon, et je suis en train de faire les lèvres, à un moment donné, non, j'en peux plus. Je lui dis, excuse me, ma'am. I need to tell you. I'm a fan! C'est là. Non, c'était trop. Je ne peux pas garder ça pour moi. Et elle a éclaté de rire. Elle dit, oh, thank you. Tu sais comment elle est, quoi. J'adore. Elle dit, oh, thank you. Énorme. Et quand tu j'en pouvais plus. dis à ton père que tu maquilles Angela Bassett, comment lui, il a réagi? Non, t'as dit mes parents, non, là, qu'elle est couchée sur le sol.
Mais D'abord, j'imagine, toute ma famille m'a parce que appelé. tu sais, Toute ma famille m'a appelé en FaceTime. mais tu vois, parce que nous, déjà, quand t'es la personne concernée, il y a déjà l'émotion, il y a le truc, mais nos parents, la fierté doit être tellement énorme, surtout s'ils le C'est pas savent. l'autre jour. Bon, je te dis ça comme ça en confidence, mais Oui. elle a commencé à me follow sur mon Instagram la semaine dernière. I was like, Énorme. j'ai fait la capture d'écran parce que je me suis dit peut-être c'est une erreur, tu vois. Des fois Instagram bug, ils font des choses, tu vois. Pour être sûr que Mais c'est attends, ce que j'avais vu. la reine du Wakanda me follow sur Instagram, you know. Il faut Énorme. d'abord capturer le truc. Et, et donc j'envoie à mes parents, je dis, hey, regardez, machin, Angela Bassett me suit. Mon père dit, donc, si elle te connaît, ça veut dire qu'elle connaît ma fille. Pardon, dis-lui que je suis fan d'elle. Dis-lui que si elle vient à Bamenjou, on va lui donner un titre d'honneur et tout. Énorme. Mais non, mais c'est tellement beau, en fait. C'est tellement beau. Moi, j'adore ce genre d'histoire parce que tu te rends compte, on parle quand même d'une femme qui n'a pas fait d'école de maquillage et qui maquille Angela Bassett. Wakanda, quoi. C'est maman Wakanda. C'est énorme. C'est énorme. Énorme. Alors, tu as dit, la beauté, ce n'est pas juste une question de produit, de marque ou de tendance. Pour moi, la beauté, c'est la liberté de vous exprimer en créant votre propre style. Aujourd'hui, tu vois, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que tout le monde essaye de se ressembler. Comment on fait pour assumer son unicité, sa singularité? Pour assumer son unicité, sa singularité, il faut déjà prendre le temps de l'observer et d'en être conscient. C'est la première étape. Tu ne peux pas assumer selon que tu n'es pas consciente. Et tu ne peux pas être conscient si tu n'as pas pris le temps de l'observer. Et ça ne demande pas de rester là en extase pendant 50 heures pour te regarder. C'est simplement, et ça on le fait quand j'anime mes ateliers Ramène ta trousse, où j'apprends aux femmes en fait à se maquiller avec leurs trousses et leurs produits. L'un des premiers exercices qu'on fait, c'est celui du miroir. L'exercice du miroir consiste en fait à te regarder dans le miroir. Mais te regarder. Ouais. C'est Pas dur juste des passer fois. devant. Oh, à qui le dis-tu? C'est mon moment le plus jouissif quand je vois, j'ai vu passer au moins plus de 2000 femmes en atelier Ramène ta trousse, au long des années. Et cet instant est très révélateur parce que tu réalises que, en fait, quand au quotidien, on passe devant le miroir, mais on ne se regarde pas. C'est vrai. Parce que des fois, c'est douloureux. Parce que des fois, t'as pas envie de voir l'imperfection, de voir la tache, de voir le nez qui est pas bien droit, de voir, tu vois. Et tu te dis, bah, je vais juste passer pour voir s'il y a pas un gros truc là qui devrait pas être là, mais tu n'admires pas et tu te dis pas, ça, c'est beau, en fait. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que ce n'est pas le nez qui est pas bien placé qu'on ne veut pas regarder. C'est qui on est vraiment. Ouais. C'est vrai. Et si tu te souviens, je t'ai dit que l'une des choses les plus difficiles pour un être humain, c'est d'être qui il est véritablement. Ouais. Parce que quand quelqu'un vient pour apprendre à se maquiller, en fait, c'est pas pour apprendre à se maquiller qu'il vient. Des fois, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui fonctionne pas, ou il y a un déclic qui a besoin d'être pris, il y a un shift, et on commence par l'extérieur, mais en fait, le véritable Problème est à l'intérieur. la véritable raison est plus profonde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je le dis très régulièrement, que le maquillage est tout sauf superficiel. Bah justement, c'était ma deuxième question. Beaucoup de personnes trouvent que le maquillage, se maquiller, c'est pas naturel. Et toi, tu nous dis, bah non, ça n'a rien, c'est pas superficiel. Pour toi, c'est quoi? Le maquillage est tout sauf superficiel. Le maquillage a à voir avec l'image que nous avons de nous-mêmes et l'image que nous voulons projeter aux autres. Quand je commence mes ateliers Ramène ta trousse, je demande toujours aux femmes, qu'est-ce que vous voulez projeter comme image? Qu'est-ce que vous voulez que les autres perçoivent de vous? Ouais. Et à 99% des cas, c'est, je veux donner l'image d'une femme qui a confiance en elle, d'une femme qui est pleine d'assurance. Mais ce n'est pas le maquillage qui va faire ça, en fait. Bah oui, si tu l'es pas, ça le sera jamais. C'est ce qu'on... Le maquillage est un prétexte pour t'emmener à toucher du doigt, en fait, la vraie raison. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je suis totalement d'accord. C'est vrai que pendant très longtemps, je suis passée par plusieurs phases, mais je crois que, comme tu le dis, en fait, c'est ce qu'on est qu'on fait ressortir
justement grâce au make-up. Et c'est vrai que ma partie adolescence, je me maquillais énormément, mais vraiment. Ah non, non, ça c'était pour le peinture, nous tout est. Oh, mon père, il me voyait comme ça, il était désespéré. Il dit, mais une femme n'a pas besoin d'être un arc-en-ciel. Mais c'est quoi? On dirait des plumes de pan, mais vraiment, diminue un peu, diminue. Et moi, je l'avais, mais t'as rien compris. Exactement, mais c'est ça. Et puis aujourd'hui, tu vois, avec l'âge, là, j'approche des 40 ans, ben, je suis dans cette phase où je suis totalement en accord avec ta façon de maquiller, où c'est le nu, où j'ai juste envie de sublimer, pas transformer, ou limite, si je pouvais ne rien mettre et me dire, I wake up like this. Tu vois, j'aurais pu le faire. Mais, et c'est vrai que je vois l'évolution du maquillage avec la personne que je suis, en fait. Exactement, mais totalement. Et c'est là où tu vois, je redis encore une fois, le maquillage est tout sauf superficiel. Parce que ça commence avec la perception que tu as de toi. Ouais. Et quand l'image que tu as de toi est réparée, elle est restaurée, elle est bonne, bah, tu ne vas pas vouloir te cacher derrière le maquillage. C'est vrai. Tu vas pas vouloir cacher qui tu es derrière le maquillage. Mais tu vas juste vouloir, en fait, sublimer qui tu es. Ouais. Là, on a parlé mindset un peu, on va parler technique. C'est quoi un joli teint pour toi? Ah, un joli teint est réalisé sur une peau saine. Ok. La peau, c'est la base. Et on commence toujours par préparer la peau avant. Donc, hydrater la peau, lui apporter ce dont elle a besoin. Et ensuite, on peut parler du teint. Donc, un joli teint va être un teint qui, déjà, match avec notre teinte naturelle. Ah, la question! Parce que tu peux pas avoir un joli teint si tu as la tête en haut, c'est Ramayad, en dessous, c'est Beyoncé, you know. Non. Il faut réconcilier les deux, là. Tu vois, donc, déjà, il faut trouver la bonne teinte. Donc, la teinte qui se fond à ton teint. C'est pour ça qu'on appelle fond de teint. Ouais. Il faut que ça se fonde à ton teint. Et ensuite, tu travailles en apportant la lumière à l'intérieur du visage et l'éclat qui te rend vivante, en fait. Ouais. Tu vois. Donc, moi, un joli teint, c'est vraiment un teint qui est numéro 1, le plus naturel possible. Numéro 2, on te voit toi et non pas le maquillage. Tu vois. Il faut pas qu'on voie, on dise, elle a un beau fond de teint. Non. Non, c'est pas bon. On doit te voir et on dit, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Ouais, ça c'est bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa trousse? Genre, tu te dis, la trousse idéale, pour moi, c'est ça. Pour toi, c'est quoi? Waouh. Pour moi, la trousse idéale contient un anti-cerne. Ouais, j'ai. Je vais voir si j'ai. Du blush. Ok. Mascara. D'accord. Les 3 gentlemen. Monsieur Caresse, Monsieur Câlin, Monsieur Bisou et la bestie l'éponge. Ok. Tu peux me dire ce que c'est? Alors, pour reprendre, donc, un pinceau teint, un pinceau poudre et un pinceau blush. Ok. Et l'éponge. Ok. Et un crayon. D'accord. Avec ces éléments-là, on peut réussir à faire beaucoup de choses. On n'a pas besoin de forcément avoir la panoplie qu'on trouve chez Sephora et tout acheter, quoi. On n'a pas besoin d'une valise de 23 kilos pour aller aux Antilles. Remplie de make-up. Non, mais c'est vrai, tu sais, des fois, on a l'impression qu'on doit tout avoir parce que sinon, il nous manque des choses, machin, alors que tu nous montres clairement, là, que, bah, non, en vrai, non. Quelqu'un qui ne sait pas se maquiller, mais qui a envie quand même, justement, d'avoir un joli teint, tu lui conseilles quoi? On commence par quoi? On fait quoi? Alors, moi, je conseille, tu vois, comme tout à l'heure, je t'ai dit, déjà, hydrater la peau, vraiment prendre soin de sa peau. Parce que tu te maquilles ou pas, mais ta peau, en fait, tu l'as, tu te réveilles avec, tu dors avec. Donc, tu ne vis pas maquillée. Donc, la peau, déjà, la base doit être bonne pour que tout ce que tu vas rajouter dessus soit chouette. Alors, qu'est-ce que moi, je conseillerais de faire? C'est en fonction de la situation de son visage. Donc, on part du principe qu'elle a une peau plutôt assez uniforme. On va camoufler un petit peu au niveau des cernes et illuminer. Avec l'éponge, du coup, on applique un petit peu d'anti-cerne dans le creux le coin des yeux. On tamponne avec l'éponge mouillée d'avance. Ensuite, on peut appliquer du blush, même blush irisé, comme ça donne en même temps Un peu de la coloration sur les pommettes et le glow.
Et on brosse les sourcils avec une brosse, un goupillon ou même une vieille brosse à dents. Hein. On brosse les sourcils, un coup de baume à lèvres ou de gloss et du mascara. Parce que le mascara, en fait, réveille le regard. Ok. Prenons le temps de travailler les cils. Le mascara, vraiment, c'est notre allié. Si on maquille les yeux sans mascara, on aura le regard fatigué. Ok. On n'a pas besoin de savoir faire l'eyeliner. On n'a pas besoin de savoir tracer vraiment le trait de crayon nickel. Mais juste ces bases-là nous donnent déjà un effet réveillé et nous met en valeur. Génial. Pour celles qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, tu proposes justement des ateliers. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors ça fait 7 ans que j'ai créé le concept Ramène ta trousse. J'ai vu ça sur C'est ton vraiment site, mon j'ai trouvé ça bébé. génial. Non, c'est mon bébé, je kiffe tellement parce que c'est un moment qui est important, je pense. Je pars toujours du principe que tout dans la vie, on a appris. On a appris à écrire, on a appris à lire, on a appris à conduire, même à parler, on a appris. Et souvent, en tant que femme, on pense que pour le maquillage, bah, si on sait pas faire, bah, c'est une tare ou c'est un handicap. Non, tout s'apprend. Tout s'apprend. Cuisiner s'apprend. Bien sûr. Bon, il y a des ovnis comme ça de la nature, comme Isabelle Boireau, qui, voilà, n'ont pas appris. Mais la plupart des femmes Apprennent. on a besoin d'apprendre par quelqu'un. Donc, moi, j'ai eu tout à l'heure une participante qui a 40 ans et qui, pour la première fois, a appris à se maquiller à l'âge de 40 ans. Ouais. Donc, il n'est jamais tard pour apprendre. Et le fait de ne pas savoir n'est pas une raison pour ne pas faire. Aujourd'hui, on peut tout apprendre. C'est clair, c'est clair. Mais Donc, vraiment, ramène ta trousse. faut regarder. C'est vraiment le concept où tu viens avec ce que tu as. Si c'est un vieux crayon que tu as hérité de ta grand-mère, viens seulement avec. Si c'est une petite palette que tu as achetée au marché, je sais pas, en 98, viens avec. Viens comme tu es. Et là, on fait un état des lieux et je te conseille et je t'apprends à faire les gestes de base pour réussir ton maquillage, quelles que soient les saisons et quelles que soient les situations. Et tu pars avec une ordonnance beauté, avec les recommandations de qu'est-ce qu'il faut acheter et comment les appliquer pour toi. Ça, c'est génial. Mais vraiment, regardez sur le site d'Isabelle, parce que je trouve que ce concept est vraiment cool pour les femmes qui soit ne savent pas se maquiller ou qui ont besoin de perfectionner certaines choses. Moi, je me suis déjà dit, quand j'aurai les sous, je vais prendre rendez-vous parce que j'ai envie d'améliorer ma technique de teint et surtout les yeux. Je sais pas du tout maquiller mes yeux. Et je me suis dit, ça, c'est trop bien. Et c'est vrai que ce que tu proposes comme façon de maquiller, c'est vraiment ce qui me ressemble aujourd'hui. Et c'est vers quoi j'ai envie d'aller. Donc forcément, ça me parle. Mais en tout cas, allez regarder, vous verrez. C'est génial comme proposition. Merci. On a bientôt terminé. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on parle alors que ça fait 1 heure. Mais j'adore ce genre de conversation parce que c'est fluide et c'est cool. J'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, justement, c'est la Fashion Week au moment où on parle à Paris, et j'ai vu sur les réseaux sociaux un mannequin anglophone noir qui a fait un coup de gueule sur son Instagram parce qu'en fait, elle était à Paris donc pour un show et aucun make-up artist présent ne savait la maquiller. Et en fait, il y a une personne qui l'a maquillée, elle avait le teint gris, mais vraiment, même moi derrière le truc, je me suis dit mais c'est pas bon. Et en fait, elle a tiré un coup de gueule et moi, j'avais envie de te poser la question, comment ça se fait qu'en 2023, alors quand même qu'on en a déjà parlé, on a déjà entendu justement depuis des années ce problème de make-up artistes qui ne savent pas maquiller tous les types de peau, comment en 2023 on en est encore là? Toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Alors, c'est un ressenti d'expérience et un ressenti aussi à froid, sans aucune émotion. Nous vivons dans un monde capitaliste qui est régi par des intérêts financiers. Okay. Et il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Au-delà de toute passion, les mannequins noirs ne sont pas une priorité sur les défilés. Okay. Parce que les défilés de mode ne sont pas faits pour des clients noirs. Les personnes qui achètent les vêtements et les créations après les défilés ne sont pas en majorité des clientes noires. Ce sont pour la plupart des personnes du Moyen-Orient, des personnes de Russie. Maman. Oui, Doudou, c'est moi. Des personnes de Russie, des personnes d'Amérique, des Européens hyper fortunés qui peuvent se payer des robes sur mesure à 40 000 euros. Ouais. Donc, que la mannequin qui défile, qui est juste là, qui est, entre guillemets, parlons vrai, parlons peu, ce sont des porte-manteaux. Ouais. Ils sont là pour présenter des créations. Donc, elles n'ont pas poids de parole, en fait. Ouais, et c'est pour ça, donc, il n'y a pas de make-up artist pour elles. Donc, elles ne sont pas traitées en priorité.
une Naomi Campbell, il y en a une par génération, comparé à tous les top modèles blanches. Ouais. Et Naomi Campbell peut avoir une beauty squad pour elle, mais je suis désolée, toutes les gamines, parce que ce sont les jeunes filles, hein, je parle vraiment d'expérience et je parle à froid, toutes ces gamines, en fait, qui sont des mannequins, qui viennent de camps de réfugiés, il faut le dire, moi j'en ai rencontré en 2020, elles viennent de camps de réfugiés en Somalie, au Kenya, elles viennent du Soudan, souvent, et elles sont bookées, pistées de camps de réfugiés. On leur propose 500 balles pour 3 semaines à Paris, où elles sont hébergées dans des Airbnb, même, et même encore des petits hôtels et tout, et voilà, la personne qui les caste reçoit les sous des créateurs, et puis gère ça comme il veut auprès d'elle. Mais le maquillage, c'est son dernier souci, c'est le dernier de ses soucis. Donc c'est pas les priorités des maisons de couture qui sous-traitent les mannequins. D'accord. Donc c'est une réalité. Ce sont les agences de casting qui devraient prévoir le budget pour des make-up artistes pour ces personnes-là. Et Elia, donne-lui du yaourt, pardon, pas prendre du yaourt. Et fermez la porte. Et les agences de mannequins, malheureusement, déjà ils les payent au lance-pierre. Eux, ils reçoivent les sous des maisons de couture, mais ils les payent au lance-pierre. Et derrière, ils ne bookent pas les artistes qu'il faut. J'ai travaillé avec un créateur sud-africain qui a habillé Beyoncé lors de sa tournée en 2019. Et j'ai travaillé toute la journée avec des modèles qui venaient de Somalie, qui m'ont raconté justement leur histoire et qui étaient hyper touchées parce que pour la première fois, elles avaient une maquilleuse qui les maquillait avec leur teinte et qui s'occupait bien d'elles. Mais derrière, ce créateur ne m'a pas payé. D'accord. J'ai une facture de milliers d'euros qui n'a jamais été honorée depuis 2020. Ça fait 3 ans. Donc, l'envers du décor, c'est ça aussi. Ouais, c'est pas que des paillettes et que des stars et que tout se passe bien. Non seulement c'est pas que des paillettes et des stars, mais c'est surtout que ces mannequins qui sont pas bien traités sur les défilés, c'est parce que derrière, en fait, il y a toute une chaîne dans l'industrie qui veut prendre plein les poches et qui ne veut pas embaucher les personnes compétentes pour ça. Ouais, c'est une réalité. Non, mais c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que on a tendance à croire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil et que ce sont que des paillettes et que voilà. Mais tu nous montres aussi que non, c'est pas que ça, être make-up artist, et qu'il y a une réalité qui est des fois moins glamour que ce qu'on pense. Totalement. Aujourd'hui, malgré ça, si quelqu'un a envie de devenir make-up artist, tu lui conseilles quoi? Si quelqu'un veut mener une carrière de make-up artiste, la première chose, c'est qu'il faut qu'il puisse trouver sa propre signature et qu'il n'ait pas peur d'être différent. Je pars toujours du principe qu'il y a de la place pour tout le monde. Encore en 2023, bien que tout le monde soit make-up artiste sur Instagram et qu'on a l'impression que toutes celles qui savent tenir un pinceau aujourd'hui sont des make-up artistes, il n'y en a pas assez. Ouais. Il n'y en a pas assez. Ouais. Parce que être make-up artiste, c'est bien. Mais assumer le boulot qu'il y a derrière, c'est autre chose. Bien sûr. Parce que des fois, j'ai besoin de gens pour aller bosser sur des projets. Et j'en trouve pas. Ok. Oui, parce qu'il faut pouvoir se lever très tôt le matin. Des fois, aller faire des prestations à 5 heures du matin avec des clients américains qui veulent faire des photos au lever du jour à Paris quand le soleil est entre 6h30 et 7h45 et que, voilà, et pour ça, il faut avoir maquillé déjà depuis 3 heures du matin. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à payer le prix de ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui seront prêts à payer le prix d'aller travailler toute une journée sur un mariage, commencer à 7 heures du matin, rentrer chez eux à 23 heures, être debout, à courir à gauche à droite, à se soumettre aux besoins minutieux des clients. Et voilà, il y a de la place. Mais il faut pas avoir peur de bosser parce que c'est un vrai boulot. Ouais, faut le dire. Tu comprends? Numéro 1, il faut pas avoir peur de travailler. Numéro 2, il faut trouver sa signature. Qu'est-ce qui te rend différent? Peut-être que moi, c'était le teint, c'est le skin like. Peut-être toi, c'est le eyeliner. Peut-être que tu fais ton eyeliner comme personne au monde. Mais alors, deviens l'expert du eyeliner. Mais Anastasia Beverly Hills, ça a commencé avec les sourcils. Ouais, c'est vrai en plus. Elle était la dame qui épilait les sourcils à Hollywood. Moi, en 2003, je me rappelle, j'étais en Californie, on parlait d'elle. Elle est passée chez Oprah Winfrey pour les sourcils. Les sourcils, man. Ouais, c'est clair.
elle est devenue, aujourd'hui, elle a même les fonds de teint, elle a tout ça, mais elle a commencé par ça. Et elle s'est spécialisée là-dedans. Ouais. Huda Beauty a commencé avec les fossiles. Ouais. Faut trouver son truc. Mais trouve-le et sois passionné, consacré totalement à ton truc. Génial, j'adore. Dernière question. Alors, on me dit souvent que c'est la plus difficile. Tu me diras ce que tu en penses. Si on ne devait retenir qu'une seule chose de toi, de ton expérience ou un message que tu as envie de faire passer, ce serait lequel? Ah, ça fait réfléchir un peu. J'ai la réponse D'accord. parce que c'est vraiment ce qui se présente en filigrane sur mon parcours. Et c'est un peu ma philosophie de vie aussi. C'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'adore. Ma vie n'est pas juste, ou mon parcours n'est pas juste la force de la volonté ou quoi que ce soit. J'ai fait des erreurs, mon Dieu. Ouh, j'ai fait il y a des trucs dont je suis pas fière, hein. Mais je suis vraie. Je ne cherche pas à rouler les gens. Et même si je fais des erreurs, Dieu arrive à les tourner quand même en bien. Parce que mon intention n'est pas mauvaise. À la base, voilà. Ouais. Tu vois. Je suis pas, ça m'est arrivé de rater des maquillages. C'était pas aberrant, mais c'est-à-dire que moi-même, je savais que voilà, Tu peux mieux faire. J'aurais pu donner à 100%, peut-être j'ai donné seulement 80, 70%. Mais même ça, même les 30% qui manquent, voilà, Dieu le tourne à l'envers pour que voilà, ce soit pas catastrophique ou quoi. Tu vois, je me suis retrouvée sur des mariages où j'avais oublié tout mon kit de fond de teint. Oh mince. Yes! Ah oui, Donc donc mes pinceaux. Ah oui. Je me suis retrouvée sur des mariages, j'avais oublié tous mes pinceaux. J'avais oublié. Donc là, effectivement, tu te dis, compliqué. Ah non, c'est cuit. Mais sauf que t'as la mariée en face de toi, tu peux jamais dire à une mariée t'as oublié tes fonds de teint, mais t'es folle ou quoi? J'ai un petit souci. Déjà, le stress du jour J, mais tu l'as tué, en fait. Même si tu lui dis que tu es la meilleure maquilleuse du monde, confiance, ça descend à 10%, quoi. Clair. Donc, même ça, tu vois, même dans mon erreur, tu vois, et sur le coup, tu te dis, Seigneur, au secours. Et là, il te montre une nouvelle stratégie pour maquiller sans pinceau. Tu développes des talents. Excellent. Donc, vraiment, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime Dieu, je veux le servir, je veux l'honorer par mes talents, je veux aimer les gens, en fait, au travers de ce que je fais. Et c'est vraiment mon intention, tu vois, c'est vraiment le désir de mon cœur. Je pense pas que le fait de vouloir être grand, c'est forcément ça que les gens retiennent ou les gens ou qui sert les gens, tu vois. La grandeur, c'est le service. Plus de gens tu sers et plus tu seras grand. Et c'est vraiment le désir de mon cœur, c'est que les femmes puissent se kiffer, mais c'est-à-dire que tellement se kiffer. Moi, quand je vois une femme qui arrive en atelier, ramène ta trousse, par exemple, et elle est là en mode insécurité, tu vois, elle est en mode, ouais, je suis complexée, j'aime pas mes yeux, j'aime pas ceci. Et à la fin de l'atelier, elle est en mode selfie. Oh, you know, I'm the badass, I'm the queen, you know. Je suis trop fraîche, je suis trop une bombe. Purée, pour moi, c'est mission accomplie. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ça, en fait. Et je veux que toutes les femmes puissent, découvrir leur lumière, leur bombe qui est à l'intérieur de leur star, qui serait à l'intérieur d'eux. Merci Isabelle, j'ai passé un moment génial, j'ai adoré. C'est marrant, tu vois, il y a des connexions comme ça qui se font. J'ai l'impression de te connaître depuis tellement longtemps, alors que c'est la première fois qu'on se parle. On s'est parlé rapidement sur Instagram, quelques fois pour commenter les choses, mais là c'est la première fois qu'on se parle et j'adore ton énergie. C'est en fait ce que tu dégages dans tes posts, c'est exactement ce que tu es toi et ça c'est trop bien. Donc vraiment merci pour ce moment, c'était génial. Merci à toi. Franchement, je veux aussi honorer, saluer ce que tu fais. Merci. Parce que j'ai été à l'aise, parce que tu m'as permis d'être à l'aise. Et je dois le dire, parce que souvent les gens prennent pour acquis, mais il faut du talent pour savoir interviewer les gens. Oh, merci. Non, for real. Oh. Il faut du talent pour savoir interviewer les gens. Et j'ai été interviewée déjà plusieurs fois. Hein.
Et des fois, j'avais envie de me barrer en courant. Je sais pas comment faire pour interrompre, en fait, tu vois, parce que par politesse. Et tu es là, tu te dis, mais attends, la personne est sérieuse, tu vois, tu me poser des questions pareilles, tu vois. Alors que là, on n'a pas répété avant. C'est clair. Je suis vraiment à l'aise parce que vraiment, bravo. Merci. Et c'est génial, quoi. Merci. Vraiment. Ah, ça me touche. Là, c'est bon. Mon highlight de la journée, mon highlight a duré 1h15 et merci. Merci beaucoup. Merci Avec aussi. grand plaisir. Merci aussi à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux chaque semaine. C'est vraiment que du love. Vous m'envoyez que du love. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et à bientôt.